Voilà, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci, monsieur le vice-président, monsieur le directeur adjoint, pour cette invitation qui m'honore autant qu'elle suscite en moi une certaine inquiétude. Le 23 mai 2024, je recevais un courriel de Madame Clémence Boineau, que je remercie également parce que je pense qu'en 20 ans de carrière, j'ai rarement fait l'objet d'un accueil aussi professionnel et chaleureux. Bref, dans ce message du 23 mai 2024, après m'avoir présenté en bref la formule de cette journée d'études et les thématiques envisagées pour les tables rondes qui la structureront, Clémence Boineau précisait, et je cite son message, nous souhaiterions également proposer lors de cette journée une conférence inaugurale par un grand témoin venu d'une autre université. Des collègues nous ont proposé votre nom et c'est pourquoi je me permets de vous envoyer ce mail pour savoir blablabla. Bla, bla, bla. Alors, grand témoin, bigre, c'est évidemment pas tous les jours que l'on reçoit pareille invitation qui suscita évidemment et immédiatement un certain frisson vaniteux, mais à cette douce sensation narcissique se substitua assez vite un vertige plus scientifique. Comment inaugurer, comment introduire une journée d'études jalonnée de plusieurs tables rondes qui aborderont des sujets non seulement stimulants pour le développement du droit et de la science juridique, mais plus encore décisifs quant aux grandes questions qui traversent nos sociétés contemporaines. Monsieur le vice-président vient de les évoquer, l'égalité, la non-discrimination, le changement climatique ou encore la santé mentale et les droits reproductifs. Autant de questions, je dois bien le confesser, qui dépassent largement le cadre plus limité de mes compétences. Je suis un publiciste belge, certes qui entre ses recherches dans la sociologie du droit et plus particulièrement au sein du courant droit et mouvements sociaux. Mais bon, sur le plan strictement juridique, il est évident que les questions plus techniques qui traversent en France le droit des entreprises, le droit des collectivités territoriales, le droit du travail ou encore les droits reproductifs me sont évidemment très largement étrangères. Mais sur ce point, et je l'en remercie, M. Dessima m'a très vite rassuré dans un message du 27 mai. Je cite, le but de cette contribution introductive est de prendre de la hauteur sur la question générale des rapports du droit, des sciences juridiques, du fait social et des sciences sociales. Fin de citation. Alors, rassuré, pas tout à fait complètement. Un tel cahier des charges peut en effet donner lieu à de multiples réflexions. Et si à l'évidence, la question entre discipline juridique et sciences sociales n'est pas étrangère à mes propres travaux, encore faut-il ici la traiter de façon un peu plus méta, sans s'inscrire dans un champ déterminé, sans se reposer sur une théorie particulière ou sur des données empiriques singulières. C'est un sacré défi. Bref, on a échangé plusieurs messages tout à fait amicaux. On a même tenu une réunion en ligne cet été. Et à la suite de ces échanges, j'ai décidé de prendre au sérieux le nom de votre département et en quelque sorte de l'interroger, plus exactement de le problématiser au regard de plusieurs postures épistémologiques et pragmatiques, oserais-je dire, qui depuis près de 2 siècles ont traversé les innombrables réflexions destinées à éclaircir les relations qu'entretiennent le droit d'une part, la notion de transformation sociale ou de changement social d'autre part. Et c'est ce projet que je me propose de vous présenter aujourd'hui sous le titre que nous avons choisi pour cette introduction, Le droit et les juristes face aux changements sociaux. Alors, sous cet intitulé générique se cachent en réalité donc deux questions assez différentes que l'on pourrait subsumer de la traditionnelle distinction entre point de vue externe et point de vue interne sur le droit. En effet, et premièrement, je souhaite traiter avec vous de la question suivante. Comment les sciences sociales, et plus particulièrement la sociologie, a envisagé la relation entre l'objet droit et le concept de changement social? Deuxièmement, quelles sont les attitudes qu'adoptent les juristes lorsqu'ils sont confrontés à une demande de changement? Et pour tenter de répondre à ces deux questions, et tout en assumant la dimension expérimentale et nécessairement réductrice de ma tentative, j'ai décidé de convoquer un instrument clé de toute démarche scientifique, à savoir la typologie. Il s'agira en effet de construire des idéotypes et de rassembler en quelques expressions que j'espère suggestives ce qui me semble constituer les principales réponses à cette double interrogation. S'agissant de la première question, comment la sociologie envisage la place du droit dans le changement social, je soumettrai au débat 4 idéotypes situés sur un pôle, une sorte de continuum, avec à l'une de ses extrémités des approches plus ou moins critiques et à l'autre extrémité des perspectives plus positives sur
la fonction du juridique dans l'apparition d'un changement social. Premier idéal type, si le droit contribue à un changement social, cette contribution est toujours orientée vers la satisfaction du pouvoir et la légitimation des dominants. Vous l'aurez deviné, c'est notamment sous les auspices du marxisme que je déploierai ce premier idéal type. Deuxième idéal type, dans nos sociétés complexes, le système juridique est incapable de provoquer le moindre changement social. Au contraire, il est un puissant facteur de stabilité, sinon d'immobilisme social. Et la référence ici à la notion de système juridique n'est évidemment pas anodine, puisque je déduirai cet idéal type de la théorie systémique développée notamment par Niklas Luhmann ou Günther Töbner. Troisième idéal type, le droit est un révélateur, sans doute le révélateur privilégié des changements sociaux qui traversent une société. Dis-moi comment a évolué ton droit et je te dirai quels changements ont caractérisé l'évolution de ta société, pourrait être la phrase qui résume le noyau dur de ce troisième idéal type. Nous sommes à Bordeaux et vous l'avez déjà sans doute deviné, c'est à Durkheim que nous devons cette idée du droit miroir, si je puis dire, une intuition assez géniale qui continue d'inspirer tout un pan de la sociologie du droit contemporaine. Je pense notamment aux travaux de Jacques Comaille, auxquels il sera fait référence. Quatrième idéal type, qui s'inscrit directement dans la partie de la sociologie du droit qui m'est la plus familière, à savoir le courant droit et mouvements sociaux. Le point de départ de ce courant consiste évidemment à attribuer au droit et à la justice un rôle catalyseur, une fonction déterminante dans l'émergence et la consécration de revendications plus ou moins articulées autour d'un projet politique sous-tendant ou sous-tendu par un changement social. Ici, des auteurs états-uniens tels que Michael McCann ou Stuart Seingold seront convoqués. Alors, entendez-moi bien, non seulement je ne prétends pas épuiser avec cette quadrilogie les innombrables théories qui ont marqué le champ de la sociologie à propos de la question qui nous occupe, mais ces quatre idéotypes me semblent cependant recouvrir une majorité d'entre elles. En outre, le propre d'un idéal type est de simplifier une réalité nécessairement plus complexe. Dès lors, il est évident d'une part que la tendance principale que chacun représente est moins unidirectionnelle que ce que je laisserai entendre. En leur sein, des nuances sont présentes et pour ne prendre qu'un exemple, même chez Marx, le droit n'a pas exclusivement pour fonction de légitimer une domination économique. Autre exemple, à l'intérieur du courant droit et mouvements sociaux, les débats sur la performance que présentent le droit et la justice en vue de forcer un changement social sont assez vifs et souvent en fonction d'ailleurs des configurations singulières de chaque lutte sociale étudiée et du contexte dans lequel elle s'inscrit. D'autre part, ces quatre idéotypes, s'il me semble indéniablement présenter des traits distinctifs, notamment épistémologiques, qui permettent de les différencier, ne sont pas totalement étanches les uns des autres. Ainsi, par exemple, la tradition marxiste a aussi inspiré la sociologie des mouvements sociaux et la fonction qu'elle tend à attribuer au droit. La mise en évidence de la fonction révélatrice du droit n'est elle-même pas étrangère au constat posé par l'étude des usages politiques et militants du registre juridique. Cette double précaution préliminaire, 1, le fait qu'à l'intérieur d'un idéal type, des nuances s'observent. 2, le fait que ces idéotypes entretiennent des liens entre eux, peut également caractériser la façon dont je répondrai à la deuxième question. Quelle est l'attitude des juristes confrontés à un changement social? Pour y répondre, je présenterai toujours au titre d'idéotype trois postures assez grossières, mais qui me semblent cependant régulièrement observées. Première posture, celle des juristes qui se donnent à voir comme conservateurs. Des juristes, auteurs de doctrines ou magistrats, qui assument une certaine rétivité au changement, peut-être en raison d'une idéologie parfois assumée, mais surtout, et c'est plus intéressant, en raison d'un idéal juridique de pureté qu'il convient de cultiver et de protéger contre toute perturbation d'inspiration politique et conjoncturelle, et à ce titre perçue comme illégitime. Deuxième posture, celle des juristes que j'hésite à qualifier de lumpen réactionnaires ou de pseudo-progressistes. Il s'agit de juristes qui, en apparence, prétendent accompagner une demande de changement, mais dont le travail intellectuel aboutit peut-être malgré eux à, en réalité, tuer dans l'œuf le potentiel du dit changement. C'est l'ambivalence souvent inconsciente de la discipline juridique et de ses acteurs qui sera ici pointée, une discipline et des acteurs tiraillés en quelque sorte entre velléité réformiste et résultats conformistes. Troisième posture, vous l'avez compris, c'est celle des juristes dits engagés qui revendiquent explicitement une fonction politique. C'est bel et bien la figure du cause lawyer d'origine états-unienne qui sera ici convoquée pour caractériser cette posture.
À l'évidence, ces juristes sont surtout observés à la gauche du spectre politique et d'ailleurs, à la notion de changement social, ils privilégient régulièrement celle de justice sociale. Cependant, même si la littérature se focalise historiquement sur ces juristes de gauche, rien n'interdit bien entendu de constater cette posture dans le chef de juriste qui, à l'inverse, entendent consacrer leur énergie à un programme réactionnaire ou à ce que l'on pourrait appeler des contre-changements et ainsi illustrer des effets de backlash régulièrement observés sur le terrain des luttes sociales. On retrouverait ainsi la figure du juriste conservateur, mais qui cette fois assume pleinement une idéologie réactionnaire au service de laquelle il entend mettre à disposition son travail intellectuel. Bref, cette dernière remarque nous indique dès le départ que si notre première typologie prend la forme d'un pôle, notre deuxième peut davantage prendre celle d'un cercle. Avant de vous présenter plus en détail cette double typologie et de les illustrer au regard de questions juridiques plus ou moins récentes qui ont fait l'actualité en France ou en Belgique, encore faut-il, en guise d'introduction à cette introduction, d'une part, élucider la notion de changement social et la relation constitutive qu'elle entretient avec l'apparition et le développement de la sociologie, d'autre part, de procéder à un petit coup de sonde parmi certains écrits qui ont avant moi tenté d'interroger le lien entre droit et changement social, et ce, en vue de justifier ma propre démarche, née d'une certaine insatisfaction à leur lecture. Pour préparer cette intervention, mon premier réflexe a bien entendu consisté à cerner la notion de changement social et à cette fin, j'ai consulté une petite dizaine de dictionnaires de sociologie. Premier constat, tous consacrent une entrée à cette notion. Deuxième constat, aucune définition, certaines déployées sur plusieurs pages, ne fait la moindre référence au droit comme facteur ou produit d'un changement social, si ce n'est de façon tout à fait marginale, l'un pour évoquer la notion de légitimité légale rationnelle, forgée par Max Weber, l'autre pour qualifier de révolution une rupture de l'égalité. Mais c'est tout. Allons un peu plus loin cependant, dans son ouvrage intitulé Sociologie des changements sociaux, aux éditions La Découverte en 2006, fait une centaine de pages, Alexis Trémoulina n'utilise jamais, absolument jamais, les termes droit ou justice, si ce n'est à une reprise en citant un passage somme toute anecdotique de la division du travail social de Durkheim qui évoque le droit romain. Plus encore, dans les quelques 150 pages que le sociologue québécois Guy Rocher consacre à la notion de changement social dans sa monumentale introduction à la sociologie générale, troisième édition parue en 2010, eh bien, dans ces 150 pages, pas une seule mention au droit n'est faite. À première lecture, le droit semble donc totalement absent du paysage de la réflexion sociologique sur le changement social, et c'est le premier constat qui a justifié ma démarche ainsi inversée. Plutôt que de chercher la trace du droit dans la sociologie générale consacrée au changement social, j'ai davantage recherché la place du changement social dans plusieurs approches relevant de la sociologie du droit. Mais qu'entendre par changement social, définition que j'emprunte à Guy Rocher, semble faire consensus, toute transformation observable dans le temps qui affecte d'une manière qui ne soit pas provisoire ou éphémère la structure et le fonctionnement de l'organisation sociale d'une collectivité donnée et modifie le cours de son histoire. Ce qu'il importe de noter est que précisément la naissance de la sociologie et plus généralement l'institutionnalisation académique des sciences sociales sont le produit direct d'un changement social, à savoir la révolution industrielle. Ainsi, Alexis Trémoula indique que, je cite, la sociologie se fonde en réaction des événements qui ont transformé l'ordre social du XIXe siècle. Le changement social, en tant que somme de ces révolutions, engendre la sociologie. Fin de citation. Et d'ailleurs, cette idée, on la retrouve dans la description de l'axe de recherche intitulé Faire des sciences sociales du changement politique et social après la modernité du Centre aquitain d'histoire du droit, ici, à l'Institut de recherche Montesquieu, eh bien, lorsqu'il indique, ce centre, qui je sais va changer de nom d'ici peu, mais lorsqu'il indique sur son site internet que les sciences sociales se sont développées à partir du XIXe siècle pour analyser les dynamiques porteuses de changement social et donner aux autorités politiques les éclairages nécessaires pour contrebalancer le risque. Fin de citation. Je pense qu'il y a énormément de choses à dire à partir de cet petit extrait du site internet du Centre aquitain d'histoire du droit, mais j'y reviendrai probablement. Produit du changement social, la sociologie va immédiatement s'atteler à la tâche de le comprendre et de l'expliquer,
On s'interrogera sur les causes du changement social en tentant le périlleux exercice d'identifier le primum mobile de tout changement. On cherchera à situer l'origine du changement, est-il exogène ou endogène à un groupe social? On s'évertuera à le qualifier de cyclique ou de linéaire. On tâchera d'y sonder le ressort, le consensus ou le conflit, en insistant sur la nature foncièrement équilibrée ou à l'inverse inévitablement déséquilibrée de notre état social. On ira même jusqu'à spéculer et prévoir des changements à venir. Tout cela sera à l'agenda des premières recherches sociologiques, tout orientées vers l'identification d'une théorie du changement social. Plus d'un siècle plus tard, force est de constater que cet agenda ambitieux a cédé la place à des approches plus modestes, à privilégier le pluriel plutôt que le singulier. Ainsi s'agit-il d'étudier des changements sociaux situés et circonstanciés et non plus un changement social cardinal. Et progressivement, de lui substituer des expressions traduisant cette humilité scientifique, ainsi l'apparition des sociologies de l'événement ou de l'innovation. Si la recherche d'une, sinon de la théorie du changement social semble avoir aujourd'hui et certainement depuis une petite cinquantaine d'années disparu du programme sociologique, il n'en demeure pas moins que la compréhension et que l'explication des mutations ou à l'inverse des persistances sociales demeurent évidemment au cœur des entreprises sociologiques. Simplement, et il me semble que les travaux que vous menez au sein du département ici illustrent assez bien ce changement d'échelle. Les recherches menées sont plus circonscrites, ciblées et se départissent d'une vaine identification d'un grand récit susceptible de recouvrir l'ensemble des changements sociaux que nous vivons et que nous observons au quotidien. Et ce constat, d'ailleurs, on le vérifie en dépouillant les numéros de deux revues états-uniennes au titre explicite et prometteur pour mon introduction, le Journal of Law and Social Change de l'Université de Pennsylvanie, ou encore la New York University Review of Law and Social Change, qui toutes deux s'abstiennent très généralement de publier des articles théoriques sur ces deux expressions, Law and Social Change, et ce, au bénéfice d'études de cas toujours plus circonscrites dans l'espace et le temps. Cependant, de cet héritage des premières sociologies, nous avons conservé les principales sources du changement social, jadis identifiées, qui demeurent aujourd'hui encore tout à fait pertinentes. On en retrouve d'ailleurs la trace dans la plupart des axes et des projets de recherche que pratiquement toutes les unités du département se sont fixées, et plus encore à travers l'intitulé des thèses en cours ou réalisées en son sein. Ces travaux ont tous pour point commun d'interroger le rôle du droit, sa capacité d'adaptation ou la résistance qu'il opère lorsqu'il est confronté à l'une de ces sources de changement. Première source du changement social, évidemment centrale et exclusive dans la sociologie marxiste, l'évolution des rapports de production. Et sur ce point, l'une des évolutions les plus spectaculaires est l'apparition, ces 10-20 dernières années, de l'économie de plateforme. Elle suscite dans le chef du Centre de droit comparé du travail et de la sécurité sociale des recherches relatives aux mutations des règles relevant du travail et des mobilisations collectives que cette économie charrie avec elle. Et en ce qui me concerne, au Centre de droit public et social de l'ULB, eh bien, début juillet, nous avons eu le plaisir d'assister à la défense d'une thèse d'Amaury Mechelin relatif aux défis juridiques que pose l'instabilité croissante de l'emploi caractéristique des travailleurs de plateforme. Deuxième source de changement social, évidemment présente également chez Marx, mais surtout éprouvée par les travaux d'Henri Mandras sur l'introduction d'un type de maïs hybride dans le Béarn, eh bien, le progrès technique. Sur ce point, la somme des travaux scientifiques menée au sein de votre département est assez phénoménale et couvre la plupart des innovations technologiques les plus récentes. Citons entre autres les nombreux travaux menés au sein de l'Institut de sciences criminelles et de la justice sur l'idée, par exemple, d'une justice sans audience, audience dont la disparition s'explique aussi par les facilités de communication numérique, mais également les thèses de Chérifa Ben Ahmed ou de Bruno Roussel, respectivement sur l'analyse génétique ou sur les investigations numériques dans la procédure pénale. On peut également évoquer le programme UTIC mené à l'IRM et consacré au dispositif de surveillance des télécommunications. À l'Institut de recherche en droit des affaires et du patrimoine, ce sont les questions juridiques liées à l'apparition des moyens de transport autonomes, la thèse d'Océane Folio, des monnaies virtuelles, thèse de Thibaut Guibon, qui ont récemment suscité d'inédites analyses juridiques. Et que dire enfin de la place centrale qu'occupent le numérique et l'intelligence artificielle dans les politiques et le droit de la santé publique parmi les projets de recherche du Centre européen de recherche en droit des familles, des assurances, des personnes et de la santé, là aussi avec des thèses innovantes sur les logiciels productifs, Chloé Goutal, ou sur l'impact de la technologie dans la relation
patient médecin Fabrice Brouca. Une question, celle du numérique, qui est aussi au cœur des travaux doctoraux menés au Centre d'études et de recherche comparative sur les constitutions, les libertés et l'État, où j'ai repéré par exemple la recherche d'Emma Crichy sur les civic tech ou celle de Camille Bordereux sur la notion de justice algorithmique. Et je pourrais continuer ces exemples sans fin. Mais les sources de changement ne sont pas seulement observables dans nos conditions matérielles d'existence, elles peuvent également se situer dans le domaine des idées, des valeurs culturelles qui évoluent, comme Weber l'a montré avec sa recherche fondatrice sur les liens entre éthique protestante et développement du capitalisme. Des valeurs qui, assemblées dans un tout cohérent destiné à indiquer une orientation précise à l'histoire, forment des idéologies. Eh bien, quelles sont ces valeurs qui, ces dernières années, ont percolé notre imaginaire et nos pratiques collectives? Bon, j'en pointerai trois. Premièrement, la question de l'égalité des sexes et des genres, qui a bouleversé notre droit familial, dont les mutations sont au cœur d'une partie des travaux du CERFAPS, illustrés par le colloque et la publication de 2021, et les thèses de Julie Terrel ou de Marion Damy, respectivement sur le renouveau de la maternité et les mutations de la félition. Une question, celle de l'égalité des sexes, qui a aussi redéfini notre paysage politique, comme le montre la recherche de Camille Barbe du Cercle, que j'ai eu le plaisir d'ailleurs d'entendre cet été à Madrid, en compagnie de l'une de mes doctorantes qui revisite l'histoire du fédéralisme belge dans une perspective féministe. Deuxième valeur, à la source du changement en cours, elle a trait à l'évolution de notre culture politique, ce que j'appellerais avec le sociologue allemand Ulrich Beck, le souci de démocratiser la démocratie. Expérience délibérative en plein boom, revendications articulées autour de la notion d'initiative citoyenne, assemblée mixte et tirée au sort, autant de phénomènes, eux aussi étudiés par le Cercle, ainsi la thèse de Maxime Million sur les assemblées citoyennes, et qui sont par ailleurs au cœur de plusieurs recherches que nous menons au Centre de droit public et social de l'ULB. Enfin, que dire de la troisième valeur qui a suscité des travaux de pratiquement toutes les unités du département et qui sera au menu de 3 des 6 tables rondes de cette journée, le souci porté à la nature, l'écologie, qui a mis à l'agenda notamment les questions du dérèglement climatique à l'origine de catastrophes naturelles et qui impacte quasiment toutes les disciplines juridiques et des recherches prospectives comme celle que mène le comte Travsec sur l'écologisation du droit du travail, une thématique d'ailleurs assez proche du sujet de l'ERC que vient d'obtenir ma collègue Élise Dermine et qui porte sur la possibilité d'un paradigme non productiviste au sein de cette branche du droit social. Alors, il me tenait à cœur d'évoquer certaines des recherches menées au sein de votre département. Je ne peux évidemment pas être exhaustif, et comme on l'aide d'ailleurs avec plus de 200 chercheurs et 300 doctorants, mais il me tenait à cœur d'évoquer certaines de ces recherches et de montrer les liens d'ailleurs qu'elles entretiennent avec celles menées dans mon propre labo à Bruxelles. Bon, on est 9 enseignants-chercheurs et 20 doctorants, mais si j'évoquais ces recherches, c'est parce qu'elles me semblent certes et donc confirmer les premières hypothèses sociologiques sur les facteurs explicatifs d'un changement social, mais sans doute illustrer aussi le principal mouvement qui semble caractériser la relation entre le droit, la régulation juridique et le changement social. Tout semble en effet converger vers l'idée que le droit, ses règles substantielles, ses procédures, vont généralement s'adapter au changement et lui associer ses vertus symboliques et pratiques. Une partie de l'activité de la science du droit, et vous en êtes la preuve vivante, consistera dès lors à imaginer, tester, généraliser, corriger, voire abroger les résultats de ces adaptations juridiques, résultats dont on imagine qu'ils pourraient en retour modeler de façon volontaire ou imprévue les réalités mouvantes à l'origine du changement normatif. Cette idée d'une relation réciproque ou dialectique entre droit et changement social, perspective somme toute assez convenue, on la retrouve sous la plume d'une vingtaine de juristes, parfois aussi philosophes, sociologues ou politistes, qui ont été interrogés en 2013 à l'occasion du changement de nom de la revue interdisciplinaire d'études juridiques, désormais sous-titrée Droit en contexte, une revue assez importante dans le champ francophone de la théorie et de la sociologie du droit. La question posée à ces académiques était la suivante. Le droit est-il la source, affluent, alluvion ou aboutissement des changements sociaux? Et les réponses de ces 20 académiques ont été publiées dans le numéro 70 de cette revue. Quelques extraits. Le publiciste Pierre Brunet, que vous connaissez probablement, évoque ainsi la circularité de la relation entre droit et changements sociaux. Jacques Chevalier, qu'on ne présente plus, insiste sur les demandes sociales à l'origine de la production de nouvelles normes
autant que sur l'effet retour que génère la formalisation juridique sur la société. Le travailliste, Frédéric Géa, estime aussi incontestable le fait d'une part que le droit constitue la traduction juridique de changements sociaux, mais aussi le fait d'autre part qu'il puisse nourrir, influencer, voire influencer de nouveaux comportements sociaux. Le privatiste suisse Pascal Pichonna parle, lui, de la fonction de cristallisation d'un bouger social qu'opère le changement de la loi, qui en acte ainsi l'acceptation et la reconnaissance. Enfin, les juristes belges Jurie Ringelheim et Nicolas Thirion décentrent quelque peu le débat. La question n'est pas tant d'établir de façon générale et définitive quel est le sens du mouvement entre changement social et droit, mais plutôt de saisir au cas par cas qu'est-ce qui détermine les interférences réciproques entre droit et pratique sociale et les résultats contrastés de ces interférences. Il cite ainsi plusieurs exemples, différentes questions éthiques ou le droit de la non-discrimination, où une même évolution sociale observée dans plusieurs pays sera différemment traitée par le droit et où un arsenal juridique comparable présentera un impact différent selon le contexte dans lequel il opère. Alors, il est difficile de contester la validité de ces généralités prudentes, mais précisément en raison de leur caractère général, elles ne fournissent pas vraiment d'outils théoriques et méthodologiques pour saisir, certes au cas par cas, la dynamique unissant ou au contraire déliant le changement social et la régulation juridique. Alors, au-delà de ces brèves réponses fournies par ces juristes, il existe certes plusieurs ouvrages, certains récents, qui abordent cette question de façon plus systématique et approfondie. Deux exemples. Premier ouvrage, Law and Social Change, de la sociologue australienne Sherry Roach Anleu, A-N-L-E-U, dont la deuxième édition a paru en 2010 aux éditions Sage, et plus récemment encore, le recueil de textes du politiste et juriste québécois Pierre Noro, intitulé Droit, justice et changement social, publié en 2024 aux éditions LGDJ. Deux ouvrages parfois complexes, mais qui offrent plusieurs pistes de réflexion et qui, à ce titre, ont alimenté ma tentative de réponse à la première question. J'en viens donc enfin, après cette très longue introduction, à la présentation plus approfondie de la typologie que je vous ai présentée tout à l'heure. Souvenez-vous, celle-ci repose sur 4 idéotypes situés sur un pôle allant d'une vision assez sceptique sur le potentiel transformateur du droit à une perspective plus positive sur ce sujet. Premier idéal type que je résumerai comme suit: le droit n'a pas d'influence directe sur le social, il le reflète, certes, il le légitime, mais cette opération n'est pas neutre, elle vise à conforter la position dominante d'une classe sur une autre. Marx, comme on le sait, distingue l'infrastructure, où se situent les rapports de production, seul moteur du changement social, de la superstructure qui rassemble les institutions, les idéologies destinées à légitimer la domination qui préside aux rapports de production. Le droit formel, auquel Marx a pu opposer le droit naturel ou les coutumes, est tout entier destiné à asseoir la domination de la classe propriétaire sur la classe prolétaire. Lorsqu'il analyse le développement du droit du travail, qu'il envisage comme l'une des conséquences du passage d'une économie féodale à une économie capitaliste, il démontre que ces règles ont pour objectif de fournir au capital et à ses détenteurs une classe ouvrière formellement libre de s'engager, mais en réalité, et par l'effet de ce droit du travail, pieds et poings liés aux dominants. Dans la question juive, il propose une critique acerbe de la Révolution française et de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dont il démontre le caractère aliénant. Seuls les droits favorables à la classe dominante font l'objet de règles effectives au détriment des principes qui, sur papier, mais sur papier seulement, pourraient profiter aux dominés. Alors, certes, d'après Marx, le droit formel et en particulier les droits humains peuvent aussi révéler les contradictions qui traversent l'économie capitaliste, et ainsi le décalage entre ce que dit le droit du social, un monde composé d'individus libres et égaux, et les réalités matérielles des ouvriers peut, lorsque la conscience de classe est suffisamment élevée, participer de l'inéluctabilité de la révolution prolétarienne. En d'autres termes, si le droit occulte et dès lors légitime des rapports de domination, lorsque cette fonction n'apparaît plus suffisamment performante, les masques tombent et la classe ouvrière entre en lutte. Bref, pour Marx, et malgré certains écrits plus ambigus et tardifs, et sans préjudice bien sûr des nombreuses nuances apportées par les marxistes, néo-marxistes, open-marxistes contemporains, on est dans un auditoire Jacques Ellul quand même, eh bien, le droit n'est jamais que le reflet de changements sociaux destinés à asseoir une domination économique. Une analyse célèbre de Marx illustre encore parfaitement ce constat, ses considérations sur le vol de bois,
Toléré à titre coutumier, le ramassage du bois mort par les paysans allemands fit l'objet d'une incrimination pénale, précisément en raison d'une évolution technique. L'objet, la découverte que ce bois mort, jadis considéré comme inutile, pouvait faire l'objet d'une valorisation économique à travers son exploitation comme charbon. Un changement social, ici une innovation technique, produit un changement législatif et ce dernier est défavorable aux dominés. Et ce qui est assez troublant, c'est que cette question du ramassage de bois n'a rien perdu de son actualité. J'en veux pour preuve un règlement communal, un règlement de police adopté par la municipalité de Tournai, une petite ville belge à la près de la frontière française, qui interdit sous peine d'amende de 350 € le ramassage de bois mort, mais qui l'autorise 4 jours par an seulement au bénéfice des bénéficiaires du RSA. Ce faisant, la ville de Tournai entendait limiter une pratique qui, d'après elle, perturbatrice de l'ordre public dont elle est garante, une pratique par ailleurs de plus en plus observée dans un contexte marqué par l'augmentation du prix de l'énergie. Cette inscription du droit dans une sociologie de la domination, on la retrouvera bien entendu et notamment dans la sociologie du droit proposée par Bourdieu, dans son fameux article intitulé La force du droit. Bourdieu évoque ainsi les affinités en termes d'habitus, d'éthos, entre les détenteurs du pouvoir juridique et ceux qui exercent le pouvoir politique. Il s'ensuit, je cite, que les choix que le corps des juristes doit opérer à chaque moment entre des intérêts, des valeurs et des visions du monde différents ou antagonistes ont peu de chances de défavoriser les dominants. Fin de citation. Le droit, en tant que discours qui se donne à voir comme universel et neutre, joue un rôle décisif dans le maintien de l'ordre symbolique et la reproduction sociale, une hypothèse éprouvée par Bourdieu dans son analyse de la naissance des États-nations, ainsi son article de la Maison du roi à la raison d'État, où il pointe comment les juristes ont produit un corps de règles destiné à sanctionner un pur rapport de force situé à l'origine de la construction des États et à rendre cette construction légitime, sinon désirable, et en tout cas inscrite dans l'ordre naturel des choses. Deuxième idéal type, le système juridique est indifférent au changement social. La fonction qu'il remplit est au contraire de stabiliser les attentes normatives nourries par les autres sous-systèmes sociaux. Et c'est à Niklas Luhmann et son élève Gunther Töbner, tous deux juristes et sociologues allemands, que nous devons la version la plus sophistiquée de cette sociologie systémique qui trouve ses racines dans le paradigme fonctionnaliste. Selon ce paradigme, la société moderne se caractérise par une complexification croissante et qui aboutit à une différenciation fonctionnelle de sous-systèmes sociaux non hiérarchisés et autopoïétiques, soit capables de se reproduire eux-mêmes. Chaque sous-système remplit une fonction selon un code binaire qui lui est propre et qui le distingue de son environnement. Le sous-système politique renvoie au code majorité-opposition. Le sous-système économique renvoie au code perte-bénéfice. Le sous-système scientifique renvoie au code vrai-faux. Et le sous-système juridique, qui remplit une fonction générique de stabilisation des attentes, est articulé autour d'un code binaire légal-illégal. Ces communications prennent la forme d'actes juridiques qui, de façon récursive, produisent de nouveaux actes juridiques. C'est la nature autopoïétique de ce système. L'existence d'un code spécifique et exclusif au droit opère une clôture opérationnelle. Elle permet de tracer une frontière entre le système juridique, son environnement et les autres sous-systèmes. Néanmoins, comme tout système, le système juridique présente une ouverture cognitive à l'égard des informations produites par l'environnement. Mais ces informations sont importées et traitées dans le cadre des structures du système juridique fermé. Le droit ne réagit pas à une modification de l'environnement, ce que l'on pourrait appeler par commodité un changement social. Il ne réagit qu'à un environnement qu'il a reconstruit à l'intérieur de son réseau de communication. Et cette perspective conduit à nier toute capacité au droit d'intervenir directement dans l'environnement ou au sein des autres sous-systèmes sociaux en vue de provoquer une modification du social. Changement social et changement juridique sont radicalement disjoints. Le premier ne peut expliquer le second, pas plus que le second n'induit le premier. Il s'agit de deux processus qui peuvent certes présenter un lien, mais il s'agira non d'une corrélation, mais d'une coévolution aveugle bien plus hasardeuse. La fermeture opérationnelle et l'ouverture cognitive du système juridique expliquent simultanément son évolution constante et son extraordinaire permanence qui lui permettent, malgré un rythme de changement fort accéléré, de survivre au changement.
Bref, et pour le dire beaucoup plus simplement, c'est une théorie assez complexe, comme je l'enseigne lors de la première séance de mon cours d'introduction au droit, le droit est quelque chose qui change tout le temps pour que rien ne change fondamentalement. C'est cette espèce de perfection conservatrice qu'offre le système juridique, sa capacité à dépouiller de tout potentiel transformateur une innovation apparue au sein d'un autre sous-système social, dès l'instant où il l'a traduit dans son code binaire, me semble à première vue illustrée par la régulation juridique des données personnelles. Cette question, dont l'acuité est à l'évidence croissante, vu l'augmentation des flux de données dans l'univers numérique et le développement de technologies susceptibles de les traiter, a dans la littérature spécialisée donné lieu à des analyses précisément ancrées dans la théorie développée par Luhmann. Sans trop m'avancer, je pense plausible l'hypothèse selon laquelle le traitement juridique de ce changement technologique n'aboutit absolument pas à une profonde remise en question, par exemple, du droit au respect de la vie privée, ou à reconfigurer les rapports juridiques entre producteurs de données personnelles et utilisateurs de celles-ci. À l'inverse, j'ai plutôt le sentiment que le travail produit par le système juridique tend plutôt à stabiliser ces rapports et à surtout ne pas les révolutionner. Concrètement et par exemple, le RGPD, à part enquiquiner le personnel en charge de fichiers de membres d'une unité de recherche, qu'a-t-il changé fondamentalement? Troisième idéal type, la thèse du miroir, le constat que la régulation juridique constitue l'indicateur idoine de mutation observée dans le champ social. Historiquement, Durkheim faisait du droit le révélateur privilégié d'une transformation des communautés traditionnelles marquée par une solidarité mécanique, assurée par un droit essentiellement punitif, en société moderne, dont la solidarité organique parmi ses membres est assurée par le développement et le raffinement d'institutions juridiques plutôt orientées vers la collaboration, ainsi la figure du contrat. Alors, évidemment, et a fortiori résumée à sa plus simple expression, cette hypothèse durkheimienne du droit révélateur a été empiriquement plus que nuancée, il n'en demeure pas moins qu'elle continue de percoler la sociologie contemporaine du droit. J'en veux pour preuve les travaux précieux de Jacques Comaille, qui convoque d'ailleurs Durkheim dès les premières lignes de son ouvrage paru en 2015, intitulé « À quoi nous sert le droit ?» Alors, comme je l'ai indiqué, Marx avait, avant lui, aussi démontré que le droit reflétait des rapports de force, mais cette démonstration aboutissait à disqualifier le droit. Le projet de Jacques Comaille consiste au contraire, et premièrement, à prendre au sérieux cette vertu heuristique du droit, sans spéculer a priori sur le fait que le droit serait invariablement favorable aux classes dominantes. Il est aussi le moteur et le réceptacle de luttes menées par des acteurs sociaux qui occupent des positions sociales subalternes. À ce titre, le droit est surtout révélateur des tensions qui peuvent traverser nos sociétés, des controverses qui l'animent et des combats qui l'agitent. Deuxièmement, dans la théorie de Jacques Comaille, le droit n'est pas le produit du social. Il participe également à la transformation du social dont il fait intégralement partie. Est abolie toute frontière, par exemple celle distinguant l'infrastructure et la superstructure, qui sépare le discours juridique de la société réelle. Enfin, l'intérêt de cette perspective est qu'elle vise autant le développement du droit par l'apparition de nouvelles institutions juridiques, de nouvelles branches ou disciplines, que les éléments structurant la production et l'application du droit. Ainsi, la désétatisation du droit est le phénomène de globalisation, qui aboutit à un droit moins pyramidal, qui épouse davantage la forme du réseau, le paradigme pluraliste, qui attire notre attention sur la prétention normative revendiquée par des groupes sociaux, professionnels ou sportifs, par exemple. Enfin, la remise en question de l'autorité, qui suscite, même dans le champ du droit public et administratif, de nouveaux paradigmes traduisant le passage d'un droit imposé à un droit négocié, la substitution d'une législation top-down, impérative, par des normes incitatives et procédant d'une montée en généralité de nouvelles régulations observées sur le terrain. Si le droit est le miroir agissant des changements sociaux, agissant car il pèse en retour sur ces changements, encore faut-il se garder de prétendre que le reflet renvoyé par le miroir juridique correspond pleinement à la réalité. À l'inverse, et à l'image de cette attraction foraine, le palais des glaces, dont certains miroirs convexes ou concaves déforment notre reflet, le droit est un miroir plus ou moins déformant de la réalité des sociales et des changements qui la traversent. Le degré de déformation produit par le droit est fonction de la performance respective des dimensions symboliques et pratiques que présente la régulation juridique. Un changement social peut très bien, au niveau référentiel, se voir inscrit dans le droit, mais sans produire une modification des pratiques. Un exemple récent, en Belgique, il y a quelques semaines, nous avons constitutionnalisé
une définition de l'animal comme un être sensible, ce qui traduit un bouger dans notre relation aux êtres non humains. Mais au niveau instrumental, cette consécration constitutionnelle n'opère pas réellement et semble à ce jour relativement inoffensive par rapport aux pratiques, notamment commerciales, qui reposent toujours sur le constat qu'un animal demeure largement un bien meuble et soumis au régime juridique des choses. Un autre exemple, travaillé par Pierre Noro, que j'évoquais tout à l'heure, renvoie aux revendications exprimées par les paraprofessionnels du droit, ou les assistants sociaux, les éducateurs, mais également les justiciables, des revendications qui visent à la déjudiciarisation de certains conflits en privilégiant des dispositifs de médiation en lieu et place du procès. Alors, à des degrés divers, la procédure civile et dans une moindre mesure la procédure pénale ont intégré ces dispositifs en leur sein. Leur légitimité se voit ainsi consacrée sur le plan symbolique, mais en pratique, leur récupération par les professionnels de la justice et leur inscription à la marche ou parfois à l'appui des procédures contentieuses ont renié le potentiel transformateur. Il existe néanmoins des exemples où registre symbolique et registre pratique semblent convergents, et je pense intuitivement au champ du droit familial, d'ailleurs, le terrain privilégié par Jacques Comaille dans ses premiers travaux, où toute une série de réformes ont non seulement été consacrées sur le plan symbolique, mais ont également justifié de nouvelles pratiques par les officiers d'état civil, par les acteurs de la justice ou de la politique familiale. Dernier idéal type, celui qui assume et revendique la possibilité que le droit peut être un puissant facteur de changement, sinon le principal vecteur de toute transformation sociale dans un contexte marqué par la juridicisation de nos sociétés. Et c'est le point de départ de la plupart des travaux qui s'inscrivent dans le sillage développé depuis les années 1970, qui consiste à étudier simultanément le droit et les mouvements sociaux. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je l'ai fait encore il y a quelques jours, quand vous faites une recherche documentaire et que vous introduisez law and social change comme mots-clés dans des moteurs de recherche scientifiques, eh bien, 95% des résultats que vous obtenez s'inscrivent dans ce courant de recherche, law and social movements. Alors, c'est une perspective qui est née de la matrice des Critical Legal Studies, mais qui visait justement à dépasser la tonalité sceptique, sinon cynique, des travaux relevant de l'approche critique du droit, et qui se consacre donc à étudier comment le registre juridique et la sollicitation de la justice sont convoqués par les mouvements sociaux et à quels résultats aboutit cet usage militant du droit. Courant particulièrement riche, particulièrement fécond sur le plan théorique et empirique, extrêmement des approches très diversifiées, que je vais grossièrement classer en deux grandes catégories, selon le crédit qu'elles accordent chacune au droit comme instrument de changement. Il y a un premier courant qui cultive un certain scepticisme et qui s'attache surtout à démontrer les apories que présente un usage militant du droit et de la justice et à mettre les militants en garde. Sur le plan stratégique, sont mis en évidence, par exemple, le risque d'une confiscation de la cause par les juristes, le coût important que présente la mobilisation du droit et l'activisme judiciaire, la dimension incertaine de tout argument juridique, toujours susceptible de se retourner contre celui qui l'avance. Sur le plan politique, il est question de montrer que l'appropriation militante du langage du droit aboutit à tuer généralement dans l'œuvre toute perspective radicale, le droit et le discours du pouvoir, et adopter cette langue consiste inévitablement à légitimer le pouvoir davantage qu'à le contester, à faire appel à lui alors qu'on devrait peut-être s'en débarrasser. Alors, ce courant ne nie pas les effets secondaires positifs que peut présenter une action en justice, par exemple en termes de médiatisation d'une cause, ou un lobby parlementaire, ainsi le fait d'être reconnu comme interlocuteur légitime. Bien, ce courant, s'il ne nie pas ces éléments-là, reste néanmoins sceptique. J'en veux pour preuve deux figures de proue, deux ouvrages fondateurs. Le premier signé Joel Handler, juriste à Los Angeles, récemment décédé, qui a sorti en 1978 un livre intitulé Social Movement and the Legal System, A Theory of Law and Social Change, et un deuxième ouvrage plus récent, Gerald Rosenberg, politiste à l'Université de Chicago, The Whole Hope, Can Courts Bring About Social Change? Deux ouvrages qui aboutissent en bref à un même résultat, une même conclusion. Le recours massif à la justice par toute une série de mouvements sociaux états-uniens n'a débouché au mieux que sur des victoires éphémères, des victoires de façade, et suscité des espoirs creux, All Hope, pour reprendre le titre de l'ouvrage de Rosenberg, voire une démobilisation de militants pensant erronément avoir triomphé. Alors, c'est des ouvrages extrêmement intéressants,
qui attirent notre attention sur les limites de l'activisme judiciaire, mais qui sont évidemment terriblement ancrés dans le système judiciaire fédéral des États-Unis, qui articule des ordres judiciaires concurrents et qui permet régulièrement aux États fédérés de faire obstacle à la mise en œuvre de décisions fédérales, comme on l'a vu en matière de déségrégation raciale ou de droits reproductifs. Enfin, ça reste quand même des ouvrages fondateurs, même s'il est délicat de transposer leurs conclusions dans d'autres contextes politiques comme le nôtre. Ils ont fait l'objet de critiques, ils ont permis un certain raffinement de la discipline, et ces critiques sont notamment portées par le deuxième courant que j'ai identifié dans la galaxie droits et mouvements sociaux, incarné par exemple par Stuart Chaingold et son ouvrage fondateur The Politics of Rights, 1974, et son disciple Michael McCann, qui a consacré plusieurs ouvrages à l'idée de legal mobilization, mobilisation juridique. En France, Liora Israël ou Claire de Galambert, par exemple, ont diffusé et popularisé ce courant, tout en veillant à l'adapter aux spécificités de notre système juridique. Alors, évidemment, les tenants de cette école de pensée ne se bercent pas d'illusions folles. Ils ne prétendent pas, pour paraphraser le titre d'un ouvrage célèbre de Michel Crozier, que l'on puisse changer la société par décret, mais au prix d'une stimulante extension de ce que l'on appelle le droit, qui ne se limite pas sous leur plume aux règles formelles et aux procédures instituées, eh bien, ils prétendent que l'usage militant du droit est souvent nécessaire, même si rarement suffisant en soi, pour porter utilement une cause et la faire aboutir. Autant catalyseur d'une cause collective dont il assure la légitimité, la reconnaissance et la diffusion, qu'outil d'émancipation individuelle par le fait de se projeter comme sujet de droit, le registre juridique opère comme un puissant vecteur de mobilisation, même si son efficacité en pratique sera dépendante autant de son inscription dans une stratégie militante cohérente et articulée que de sa réception par les acteurs concurrents et singulièrement les autorités politiques. Et l'usage du droit, par exemple, par les collectifs relevant du mouvement féministe, constitue une bonne illustration des vertus, mais aussi des limites que présentent ces stratégies militantes. Plus encore, il illustre l'ambivalence et la complexité du débat relatif aux liens entre changements sociaux et régulation juridique. Alors certes, les changements sociaux portés par le mouvement féministe, qu'il s'agisse de l'interruption volontaire de grossesse, de la question de la démocratie paritaire ou encore de la lutte contre les violences faites aux femmes, ont été et parfois spectaculairement traduits dans de nouvelles règles de droit, mais y regarder de plus près, l'ordre juridique opère tel un filtre parmi les multiples revendications portées par le mouvement féministe. L'on peut dire, si l'on prend par exemple le champ de la justice pénale internationale ou de la représentation politique, que j'ai moi-même pu étudier, eh bien que seules les revendications portées par un certain type de féminisme, le mouvement féministe le plus institutionnalisé, qui renvoie plutôt à un féminisme que l'on qualifierait de libéral et certainement d'occidental, eh bien, seules ces revendications ont pu être traduites en nouvelles règles juridiques au détriment de perspectives plus radicales. Cela nous confirme bien entendu que le droit n'est pas neutre et cette absence de neutralité se vérifie notamment dans l'accueil contrasté qu'il réserve à certaines revendications sociales. Alors, rassurez-vous, je vais bientôt clôturer mon exposé, mais j'en arrive tout doucement à la deuxième typologie que je vous ai présentée en introduction. Je vais essayer de synthétiser mon propos. Parce que le fait que le droit agisse tel un filtre par rapport aux revendications sociales, bien sûr, c'est lié à la structure même du système juridique. Il ne peut pas accueillir tout et n'importe quoi dans son sein, hein. Les sédiments juridiques accumulés offrent certaines structures d'accueil qui rendent impropre et impossible l'accueil de nouvelles institutions qui ne trouveraient pas place. Intéressant d'ailleurs l'article 72 de la Constitution française, hein, sur la possibilité de transgresser certaines règles de droit au nom de l'expérimentation, une disposition qu'on trouve très fascinante, nous, en Belgique, et qui n'existe pas dans notre ordre constitutionnel et qui me semble mettre en évidence la conflictualité de la relation entre droit et innovation, mais soit. Cet accueil contrasté, il est aussi le produit de l'attitude que les juristes opposeront à une demande de changement qui leur est adressée. Et je vous ai dit trois figures un peu caricaturales de juristes. Le premier profil, les juristes rétifs au changement, qui de bonne ou de mauvaise foi invoquent un certain idéal juridique pour s'opposer à la formalisation juridique d'un changement social. Deux petits exemples empruntés à l'actualité belge, mais j'imagine qui feront écho à l'actualité française. En Belgique, c'est en 2003 qu'on a ouvert le mariage aux personnes de même sexe, soit 10 ans avant la France. En Belgique, cette question faisait absolument consensus. Il n'y avait aucune mobilisation sociale contre cette évolution. Seule l'opposition du
Conseil d'État, qui était invité à remettre un avis sur le texte de la proposition de loi initiale, a marqué l'actualité belge. Cet avis a frappé les imaginations tant il développe une idéologie conservatrice sous couvert de raisonnements juridiques contestables. Bon, par exemple, le Conseil d'État interprète de façon très restrictive l'égalité et la non-discrimination pour contester le ressort de la réforme envisagée. Il convoque ensuite Portalis pour démontrer que le Code civil ne peut envisager le mariage qu'entre personnes de même sexe. Et enfin, cerise sur le gâteau, il va mobiliser plusieurs conventions internationales relatives aux droits de l'homme, ceux qui consacrent notamment le droit au mariage, pour convaincre que cette réforme serait constitutive d'une violation de ses obligations internationales. Alors, cet avis a suscité de nombreux commentaires critiques, sauf de la part de familialistes conservateurs qui l'ont applaudi. Il n'a évidemment pas été suivi par le législateur et tout le monde se souvient en Belgique de la prestation de la ministre de la Justice de l'époque qui, au journal télévisé, dans un geste très théâtralisé, déchira face aux caméras cet avis et le Conseil d'État de comprendre la leçon. Quelques mois plus tard, il n'eut plus rien à opposer à la réforme qui ouvra l'adoption aux personnes de même sexe, aux couples de même sexe. Deuxième exemple et plus récent, et cette fois-ci c'est la Belgique qui est en retard par rapport à la France, c'est la réforme du Code civil belge en 2022, où, inspiré par l'exemple français, la réforme de 2014, on a substitué à l'expression bon père de famille celle de personnes diligentes et prudentes. Dans un pamphlet qui commentait la réforme française, le plus grand civiliste belge en activité, le pape du droit des obligations, la terreur des facultés, le ténor du barreau de Bruxelles, l'avocat de tous les plus grandes multinationales bancaires, le professeur Van Ommeslag, n'eut pas de mots assez durs pour vilipender le législateur français. La tonalité du texte est quasi mystique. Sont ainsi invoquées les caractéristiques fondamentales de la langue juridique du droit privé dont la richesse, la subtilité et les nuances échappent aux profanes. Contre toute vérité historique, ce distingué professeur niait que le Code civil, dans sa formulation de 1804, était traversé par des inégalités de genre. Et le texte se terminait comme suit. Espérons que le pragmatisme et le modeste bon sens de notre législateur lui permettront d'éviter sur ce point toute inspiration issue des textes français. Longue vie en Belgique au bon père de famille. Alors, comme je vous l'ai dit, 8 ans plus tard, la Belgique a modifié son code civil en ce sens, mais à cette occasion, l'on vit plusieurs juristes prendre la plume pour dénoncer ce qui leur semblait être, je cite, une crise de jeunisme dictée par des sentiments politiques éphémères et des motivations caricaturalement égalitaires, et d'agiter le risque, menace suprême aux yeux des juristes, d'une grave insécurité juridique susceptible de fouler aux pieds plus de 2 siècles d'interprétation raisonnable due au génie des rédacteurs du Code civil napoléonien. Deuxième profil type, sans doute celui le plus fréquent et plus complexe, il renvoie dans une certaine mesure au portrait peu flatteur tracé par Bourdieu, encore lui, dans un article intitulé « Les juristes, gardiens de l'hypocrisie collective », publié en 1991 dans un ouvrage collectif d'ailleurs dirigé par Jacques Comaille. L'idée est la suivante: aveuglés par la neutralité postulée de leur objet, auto-persuadés que leur discipline est une science développée à l'abri des contingences, notamment politiques, les juristes tentent à se décrire comme arbitres indépendants du jeu social, comme titulaires d'un savoir pur, largement détaché de toute idéologie. Et je cite ici Bourdieu, la plupart du temps, les juristes ne mentent pas cependant. Ces juristes, ils se trompent eux-mêmes. Leur hypocrisie n'en est pas une, ils sont ce qu'ils sont, empêtrés dans la force symbolique des mots qu'ils emploient et qu'ils ne maîtrisent pas eux-mêmes. Et le sociologue d'insister, ils ne font que croire, ils ne font croire que parce qu'ils croient. Mais allons plus loin. Certains juristes de bonne foi, je n'en doute pas, prétendent même mettre leur savoir au profit d'un agenda présenté comme progressiste. Mais le paradoxe, c'est que le produit de ce travail aboutit régulièrement au résultat inverse à celui qui était postulé. Et je pense qu'ils n'en ont même pas conscience. Ces juristes se trompent effectivement eux-mêmes. Et une illustration de ce paradoxe, et je vais malheureusement devoir abréger mon explication un petit peu technique, c'est l'accompagnement doctrinal de la constitutionnalisation en Belgique en 1994 des droits économiques et sociaux dans un catalogue qui est assez comparable à celui que vous avez dans le préambule de la Constitution de 1946. En réalité, tous les travaux parlementaires du pouvoir constituant indiquaient qu'il n'était pas question de consacrer des droits justiciables directement opposables aux autorités et dont l'effectivité directe pouvait être ordonnée par le juge. Mais les juristes ne peuvent pas se satisfaire d'une disposition constitutionnelle qui ne servirait à rien. Et ils ont donc inventé
ce qu'on appelle en Belgique l'effet de standstill, autrement dit l'effet, la clause de non-régression, l'effet cliquet. Selon ce principe, les autorités publiques ne peuvent diminuer le taux de protection dont bénéficient déjà les individus dans les champs couverts par ces droits économiques et sociaux. Alors, je vous passe les détails un petit peu techniques, mais cette construction conceptuelle aboutit 30 ans plus tard, non seulement à ce que toutes les réformes sociales de ces 30 dernières années ont abouti à une diminution de notre protection sociale, bien entendu, donc cet effet de clause, cette clause de non-régression n'a jamais été très performante, mais en plus, ce à quoi ont abouti ces juristes qui pensaient bien faire en quelque sorte, c'est d'obliger dans une perspective procédurale les autorités publiques à mieux justifier leur politique de régression sociale. Autrement dit, le travail intellectuel juridique des juristes a surtout été orienté vers la justification de l'injustifiable, tout cela appuyé, soutenu et consacré par la jurisprudence. Bref, alors ces juristes, donc probablement de bonne foi, ont abouti à légitimer une politique contraire à celle qu'ils appelaient naïvement de leur vœu, et pour en revenir à notre thème, à totalement limiter le changement social que la consécration constitutionnelle des droits économiques et sociaux était susceptible d'accompagner, sinon de faire émerger. Dernier profil type du juriste, le juriste engagé, le cause lawyer, tel que décrit par Stuart Chengold et Austin Sarat dans toute une série d'ouvrages publiés tout au long des années 90. Le juriste éclairé, le juriste conscient que sa discipline et son objet sont tout sauf neutres, conscient du pouvoir symbolique et pratique qui est le sien et qui estime devoir le mettre à la disposition des combats sociaux. Le juriste qui n'est pas dupe de l'histoire de sa discipline, le plus souvent tout entière au service des dominants, mais qui souhaite en quelque sorte transformer cette histoire et démontrer au monde que le droit et la justice peuvent aussi se tenir aux côtés des plus faibles et des personnes discriminées. Et moi, ce qui me frappe ces 10 dernières années, c'est que cette figure du juriste, a priori marginale, elle pénètre de façon spectaculaire le programme et les enseignements du droit, notamment dans ma faculté à l'Université libre de Bruxelles, par indicateur parmi d'autres. On a créé 6 cliniques juridiques ces dernières années à Bruxelles, des cliniques qui interviennent, qui collaborent, qui mettent en contact des étudiants et des étudiantes avec certains cabinets d'avocats dits progressistes, avec des associations syndicales ou militantes. Et parmi les accomplissements de l'une de ces cliniques, la clinique en droit de la non-discrimination, eh bien, cette clinique a été décisive dans une réforme législative concernant le droit des personnes trans. Il existait en Belgique une loi de 2007 qui autorisait le changement de sexe, mais de façon particulière, il fallait en effet suivre un parcours du combattant psychiatrique et en plus passer par une humiliante, une douloureuse procédure médicale puisqu'on ne pouvait changer de sexe qu'à la suite d'opérations chirurgicales et de traitements hormonaux. Eh bien, notre clinique du droit, elle a, en collaboration avec une association spécialisée dans la défense des personnes trans, produit un intense travail intellectuel et politique pour aboutir à la réforme de 2017, où là, effectivement, cette question a été dépsychiatrisée, démédicalisée. Mais demeurait un souci, le fait que cette nouvelle loi de 2017 n'autorisait qu'un seul changement de sexe par individu et que, quoi qu'il en soit, cette personne devait choisir entre le sexe masculin et le sexe masculin. Et notre clinique juridique d'introduire avec une association un recours à la Cour constitutionnelle qui a en effet considéré qu'était discriminatoire cette double contrainte, un seul changement de sexe et le choix du sexe masculin ou féminin. La Cour estime que le droit belge doit tenir compte, d'une part, des identités sexuelles et de genre fluides qui peuvent évoluer à plusieurs reprises au cours d'une trajectoire de vie, mais également doit tenir compte des personnes qui ne se reconnaissent ni dans le sexe masculin, ni dans le sexe féminin. Alors pourquoi je terminerai, j'arrive à la fin de mon exposé, pourquoi je termine mon exposé par cet exemple? Parce qu'en réfléchissant à cette intervention, c'est l'un des rares exemples où je me suis dit, tiens, là, on a du droit, un arrêt de la Cour constitutionnelle qui va au-delà, qui va presque en avance du changement social. En Belgique,
Effectivement, on est traditionnellement assez ouvert aux questions éthiques et à la reconnaissance de droits au bénéfice des minorités sexuelles, mais je ne suis pas du tout certain qu'une majorité de mes compatriotes soit prête aujourd'hui à militer pour l'abolition de la division sexuée des individus et la reconnaissance juridique de personnes à l'identité de genre fluide et non binaire. Et ce qui est intéressant, c'est que la Cour constitutionnelle a renvoyé le gouvernement à ses études. Le gouvernement disait, mais vous imaginez la révolution, on va devoir changer un nombre incalculable et infini de normes juridiques. Toute une série de branches du droit reposent sur cette division sexuée. Comment est-ce qu'on va faire? Et la Cour constitutionnelle dit, écoutez, c'est pas mon problème, à vous de vous débrouiller. Alors après plus de 5 ans après cet arrêt, on n'a pas encore vu énormément de réformes. Néanmoins, je souhaitais terminer ma présentation par cet exemple qui rompt quelque peu avec la tonalité générale de mon propos, qui tend tout de même tendanciellement à envisager le droit et les juristes plutôt comme des obstacles aux changements sociaux. Alors entendez-moi bien, hein, l'idée, c'était pas d'évaluer ou de situer vos travaux à l'aune des 4 démarches sociologiques que je vous ai présentées, ni même de vous tendre un miroir et de vous inciter à vous reconnaître dans l'une des 3 figures de juristes grossièrement esquissées. L'idée était plutôt d'insister sur cette double réflexivité qui doit nous animer. Nous, juristes, j'ai tendance à nous présenter comme des funambules. On marche sur une ligne de crête et on est toujours susceptible de faire l'objet d'une double disqualification. Une disqualification scientifique, le débat sur la scientificité de la discipline juridique est toujours permanent, et une disqualification politique de par notre association avec le pouvoir. Eh bien, j'ai l'impression, et de façon très modeste, que les différents éléments que j'ai soumis aujourd'hui à votre réflexion dans un propos dont je réalise qu'il est un petit peu trop dense et trop rapide, eh bien, ces différents éléments, j'ai la modestie de penser qu'ils peuvent nous servir d'éléments de balancier, hein, vous savez, cette tige que les funambules utilisent pour garder l'équilibre et pour ne pas tomber d'une part dans la disqualification juridique, d'autre part dans la disqualification politique. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.